Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Clément Viktorovitch qui est avec nous. Bonjour Clément. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Tu viens nous présenter ton spectacle L'Art de ne pas dire. C'est le 2 octobre au Cirque Royal à Bruxelles, le 18 novembre au Forum à Liège, le 19 novembre au Théâtre Royal de Mons. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, des petites questions et on terminera par un coup de pression. C'est le programme de l'interview. Devant toi, tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu n'as pas envie d'y répondre, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Si tu actives le buzzer, ça passera automatiquement à la question, mais tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok, mais le premier buzz est gratuit. Ah oui, le premier buzz est gratuit. Après, tu peux payer si tu veux. C'est ça que tu veux dire? Non, mais je veux dire, le premier buzz ne me coûte rien et c'est les suivants. Le premier buzz te coûte également le choix de tirer une Ah, carte. ok, d'accord, très bien. Donc, il n'est pas gratuit du tout. Bon, non, il n'est pas gratuit. Ah, très bien. Allez, c'est parti. Voici la question promo. Question promo. Que retrouve-t-on dans ce seul en scène? Eh bien, on me retrouve moi sur scène tout seul, Ouais. c'est la première chose. C'est une pièce de théâtre, c'est pas un stand-up, donc j'incarne un rôle. En l'occurrence, j'incarne le conseiller en communication du président de la République. Ce conseiller en communication, il se fait virer, renvoyer de son poste pour un scandale un peu ridicule, mais pour un scandale quand même. Et il décide de se venger parce que pour lui, c'est lui qui a permis au président d'être élu et d'exercer le pouvoir. Et sa vengeance, ça va être d'organiser une conférence devant tous les citoyens et toutes les citoyennes pour révéler les secrets de manipulation du pouvoir. Et le spectacle, c'est la conférence. Donc c'est un spectacle à la fois d'humour dans lequel on s'amuse, on rit un peu jaune de tout ce qui va mal en politique et de toutes les techniques absolument déloyales utilisées par nos politiques. Un spectacle d'humour et puis aussi un spectacle où on essaye de réfléchir un peu à ce qui se passe en ce moment dans nos démocraties, chez nous en France et puis ici aussi en Belgique. D'où te vient cette passion pour la politique? Elle est très ancienne en réalité. Je me suis toujours dit que c'était important de s'occuper des affaires du monde, des affaires publiques, que la politique nous concernait. Je ne sais pas exactement d'où cela est venu. Ce qui est sûr, c'est que la passion la plus ancienne dont je suis capable d'identifier la source, c'est plutôt la rhétorique, c'est plutôt les mots. Ouais. Moi, je suis arrivé en politique par l'analyse du discours. Et ça, je pense que je l'ai hérité de ma famille. Moi, ma mère, elle était institutrice, c'est une passionnée de littérature. Mon père, lui, son loisir, sa passion, même, c'était la musique. Et au fond, la rhétorique, quelque part, ce sont des mots mis en musique. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité très tôt. Dans ce spectacle, est-ce que tu t'es inspiré d'une histoire réelle? Est-ce que tu as entendu des choses je sais pas, de l'Élysée, et tu t'es dit « Ah, ça pourrait être intéressant que je le raconte sur scène ». Oui, bien sûr, le spectacle est inspiré de faits réels et c'est quelque chose qui est totalement assumé. Ça va même plus loin que cela. En réalité, tout le spectacle, c'était une manière de raconter de l'intérieur en le faisant vivre et ressentir, en incarnant un des personnages qui en est responsable, de raconter donc de l'intérieur tout ce qui est en train de s'effondrer dans nos démocraties, et notamment chez nous en France. Le spectacle est beaucoup centré sur ce que nous avons vécu depuis une dizaine d'années dans lesquelles les mensonges ont eu tendance à se généraliser en politique. On en a beaucoup parlé aux États-Unis avec Trump, en Grande-Bretagne avec Boris Johnson. On en a moins parlé en France avec Emmanuel Macron et pourtant l'évolution est exactement la même. Et donc j'ai voulu raconter ça, en témoigner. Il y a un travail de science politique derrière le spectacle, mais justement la science politique, ce que je fais dans mes chroniques, le fait d'expliquer comment marche le monde et comment parfois il s'effondre sur lui-même, c'est quelque chose qui est bien, qui est intéressant, mais je trouvais que le faire ressentir, le faire vivre de l'intérieur aux gens sur scène, c'était peut-être plus fort encore. Tu as donc cette passion pour les mots, cette passion pour la politique. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de rejoindre justement un cabinet de ministres ou de travailler avec des politiques? Oui, bien sûr, c'est arrivé. C'est arrivé à plusieurs reprises et c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. C'est en cela aussi où le spectacle a quelque chose de tout à fait galvanisant à incarner. C'est-à-dire que j'incarne mon double quelque part, celui que j'aurais pu être dans une autre vie si j'avais choisi de mettre mes compétences au service d'un homme politique ou d'une femme politique, justement dans l'optique de la conquête du pouvoir. Moi, à la base, je suis chercheur universitaire. Ouais. J'ai étudié la rhétorique, j'ai étudié la science politique, et puis j'ai décidé derrière d'en faire des chroniques et puis d'en faire un spectacle, du théâtre. Et donc moi, toute ma vie, ça a été justement de mettre mes connaissances au service du public, de partager le savoir que j'ai acquis sur ce domaine qu'est la rhétorique pour tenter justement de faire de notre démocratie un monde
où l'analyse du discours est partagée, où les citoyennes et les citoyens sont mieux armés. Mais c'est vrai que j'aurais pu être j'aurais pu choisir l'autre voie qui consistait à me mettre au service d'un politique, et c'est justement un peu cela que j'imagine sur scène. Mais tu peux encore la choisir, t'es encore très jeune. Je veux dire, t'es pas obligé de te dire j'aurais pu choisir. Tu peux toujours la choisir. Oui, c'est vrai. Si je l'ai refusé à de multiples reprises tout au long de ces années, c'est parce que c'est pas la conviction que j'ai. Après, effectivement, la vie est longue, les circonstances pourraient évoluer, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, en tout cas, ma place, elle est là où je suis. Allez, voici maintenant, Clément, la question du patron. La question du patron, le patron de Télépro a une question pour toi. La voici. Est-ce que les hommes politiques d'aujourd'hui maîtrisent mieux ou moins bien l'art de la communication ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La première chose que je dirais, c'est que l'art de la communication évolue, avec d'ailleurs les technologies. C'était très différent de communiquer avant la télévision, avant que la télévision soit dans tous les foyers. La communication se passait par la radio, mais beaucoup par la presse, beaucoup par les meetings. Donc il y avait beaucoup par l'Assemblée nationale, il y avait une presse parlementaire qui scrutait les débats parlementaires. Donc à l'époque, il y avait un art oratoire qui était beaucoup plus traditionnel, qui était vraiment l'art de parler en public, de s'imposer dans une assemblée. Et puis la télévision est venue modifier tout cela. Et là, les compétences ont changé. Tout d'un coup, les bons communicants n'ont pas forcément été ceux qui étaient capables de faire les discours les plus grandiloquents, mais justement ceux qui savaient se révéler un peu plus proches des citoyennes et des citoyens, qui savaient manier l'art de l'image, manier l'art du décalage, essayer de paraître plus sympathique, plus proche des gens. Et puis après, les réseaux sociaux sont venus imposer une nouvelle forme encore d'expression, où là, il faut occuper le terrain, être tout le temps sur le pont, être capable de réagir dans la minute, de faire des petites phrases. Et puis maintenant, c'est TikTok. On voit qu'aujourd'hui, l'art de la communication politique, c'est de plus en plus l'art de créer des mèmes et de se moquer de soi-même et d'exploiter les trends sur TikTok. Donc, je sais, c'est compliqué de dire si on est meilleur ou moins bon. Il y aurait une réponse simple qui consisterait à te dire, quand on écoute parler les hommes politiques d'aujourd'hui et ceux d'hier, on se rend compte que l'art rhétorique, c'est quand même affaissé, affaibli, qu'il y a moins de figures de style, il y a moins de recherche, il y a moins de vocabulaire. Tout cela est en grande partie vrai. Mais en même temps, il y a une autre recherche ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, je pourrais te dire les choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai moins de plaisir à écouter un homme politique parler aujourd'hui qu'hier. Et en même temps, je constate l'efficacité de la communication politique encore aujourd'hui. Justement, pour toi, qui fait la meilleure com politique en ce moment ? Là aussi, c'est compliqué de répondre à cette question pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, on est toujours suspect de biais idéologiques, d'ailleurs parfois de biais inconscients, c'est-à-dire qu'on est toujours suspect de dire qu'au fond, celui qui communique le mieux, c'est celui que l'on préfère. Et puis, c'est toujours compliqué d'analyser la politique quand elle est en train de se faire. Ouais. Souvent, a posteriori, on a un regard plus affûté. Il y a des choses qui, pour la politique française, celle que je connais bien, bien sûr. il y a des choses qui sont hors de doute, en tout cas, qui sont partagées. Par exemple, tout le monde, je pense, en France, sera d'accord pour dire que Jean-Luc Mélenchon est sans doute le meilleur tribun à l'heure actuelle. C'est un homme dont on a toujours loué à juste titre les capacités oratoires, qui a toujours fait ses discours sans notes ou presque, et qui a une capacité d'incarner son discours, d'habiter une tribune que, je crois, personne ne lui dispute. À côté de ça, quand tu regardes Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux, il n'est pas toujours dans son temps. D'ailleurs, aujourd'hui, il joue le décalage volontairement, mais il a essayé à l'époque de faire quelques TikTok. Je dirais que ça ne s'est pas très bien passé. Bon, on en voit d'autres aujourd'hui, plus jeunes, qui, hélas, pourrais-je dire, réussissent justement à prendre cette vague de la politique sur TikTok. Je dis hélas parce que malheureusement, sur TikTok, ça n'est plus le fond qui compte, mais c'est purement la forme. Et donc c'est vrai que quand on voit Gabriel Attal, par exemple, aujourd'hui, qui a un certain succès sur les réseaux sociaux en reprenant des trends, moi je trouve ça, pour le dire poliment, assez léger comme manière de faire de la politique, mais il est indéniable que ça fonctionne. Et celui d'ailleurs pour lequel ça fonctionne peut-être le mieux, c'est Jordan Bardella, le leader, le président actuel du Rassemblement national. On voit que lui, il a pleinement pris cette vague de TikTok. Combien de vidéos a-t-il fait où on le voit en train de manger des bonbons et il est là, ah, j'adore les bonbons. Bon. Et puis ça fait des millions et des millions de vues et tout le monde dit qu'il est extrêmement cool. Si tu demandes à l'amoureux des mots et de la rhétorique que je suis ce que j'en pense pas du bien. C'est un peu décevant. Oui. Voilà, mais si tu demandes aussi aux spécialistes de la communication politique ce que je suis ce qu'il en pense, je suis forcé de constater que ça marche. Hélas peut-être,
mais ça marche. On n'est plus trop dans le fond, mais vraiment dans la forme. Et voilà, plaire, donner une belle image est plus important que peut-être d'avoir des bonnes idées. C'est un peu le résumé de la politique d'aujourd'hui. Oui, malheureusement. Alors là aussi, il faut faire attention à ne pas se dire que c'était mieux avant, parce qu'en fait, l'image a toujours été importante dans le discours politique. En France, on a un président de la République qui s'est appelé Valéry Giscard d'Estaing, qui a été élu en 1974. Valéry Giscard d'Estaing, ça a été le premier à exploiter la politique à l'heure de la télévision et à créer justement des événements télévisuels qui étaient de purs événements d'image. Alors, on regarde ça aujourd'hui, on trouve ça un peu ridicule. Il y a une séquence connue où on le voit en train de jouer de l'accordéon sur un banc, par exemple. Bon, on voit ça aujourd'hui, ça ressemble vraiment à la politique d'hier. Mais pourtant, à l'époque, c'était bien une volonté d'utiliser son image d'utiliser son image à des fins politiques. Donc je sais, est-ce que ça a tant changé que cela? Les réseaux sociaux, je pense, ont accentué, c'est sûr, des tendances qui, cela dit, étaient déjà présentes au sein même de la télévision. Clément, voici maintenant les petites questions. Aïe, aïe, aïe. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça t'évoque, ok? Ok, c'est parti. Si je te dis clic, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque une émission de télévision déjà et une chaîne de télé, celle de mon compère et compère Mouloud Achour, avec lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. C'est ma première vraie chronique à la télévision, la chronique qui s'appelait à l'époque Les Points sur les i. Et Click, ça a été... donc c'était une émission de télévision qui est passée sur Canal+, qui passe encore aujourd'hui sur Canal+, en access prime time, donc vers 20h. Et sur YouTube aussi, on peut retrouver... Et sur YouTube, on peut retrouver les chroniques. Et c'est vrai que Mouloud, il a eu cette intuition qui n'allait pas de soi, c'est-à-dire qu'il a été chercher un chercheur en sciences politiques, professeur de rhétorique, il lui a dit « Viens faire une chronique à la télé ». Et je lui ai dit « Mais tu veux quoi comme chronique ?» Il m'a dit « Je veux, toi, que tu viennes et que tu fasses des chroniques sur la rhétorique ». Et donc, ça allait pas de soi à l'époque d'avoir à 20h sur Canal+, un type qui venait et qui parlait d'anticatastases, d'épanaleps, de métaphores filées. Bon. Et en fait, manifestement, ça a plu aux gens. Et c'est vrai qu'à l'époque, la rhétorique restait un savoir universitaire qui n'était pas, ou pas tant que cela, sorti des universités. Et c'est vrai que lui, à travers Click, il a été l'un des premiers à mettre la rhétorique comme ça, vraiment aux premières loges de la télévision. Et j'ai eu la chance d'incarner cela. Si je te dis Marc-Olivier Fogiel? Oui, ça m'inspire. Il me semble qu'il est aujourd'hui le directeur de BFM TV. Il était? Il était? Oui, il ne l'est plus. Ah oui, tu vois, il est sur RTL maintenant. Il est de retour sur RTL. Bon, c'est là que tu vois que je suis surtout sur Twitch aujourd'hui. Hein, j'ai perdu le fil. Mais tu l'as côtoyé, Marc-Olivier Fogiel? Oui, beaucoup plus ponctuellement. C'est vrai que pendant un temps, il animait une émission sur RTL qui s'appelle encore, j'imagine, On refait le monde, je crois. Et c'est vrai que j'ai été chroniqueur dans cette émission. C'est une période qui était justement... C'était mes débuts, quelque part, dans la grande sphère médiatique. Et j'étais moins chroniqueur qu'intervenant en plateau. Okay. Je trouvais que c'était intéressant. C'est un exercice qui m'a appris justement la réactivité, qui te force à être déjà à être à la pointe de l'information pour jamais être pris à défaut, qui te force à t'adapter très vite. J'ai trouvé ça a été très formateur. Je ne le referai plus aujourd'hui, en tout cas plus dans ces conditions-là. Aujourd'hui, je préfère soit m'exprimer moi sur mes canaux où je choisis les sujets dont je parle, soit avec des textes que j'ai préparés dans des chroniques. Cet exercice du commentateur en plateau, je suis content de l'avoir fait. Je pense que je ne le referai pas forcément. Justement, si je te dis Twitch, ça t'évoque quoi? Parce que là, maintenant, c'est ta chaîne à toi, c'est ton contenu. Oui, absolument. Ça m'évoque en tout cas mon présent. C'est vrai que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont contribué à amener la politique sur Twitch. J'étais loin d'être le premier. Hein. Mes compères Samuel Etienne, Jean Massier m'avaient précédé. Mais c'est vrai que moi, Twitch, je suis un enfant d'Internet de toute façon. La vérité, c'est que j'ai toujours beaucoup plus consommé mes contenus sur YouTube et sur Twitch que sur la télévision. Et donc, c'était quelque part assez naturel pour moi, au bout d'un moment, d'essayer d'investir cette sphère. Et j'y suis très heureux. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Twitch, il y a ce mot qui circule, assez péjoratif, qui consisterait à dire que sur Twitch, on monologue,
qu'on a le confort de pouvoir parler seul Ouais. sans avoir d'interlocuteur, sans même avoir de rédaction devant laquelle on doit rendre des comptes. La réalité, c'est que Twitch, c'est au contraire un format qui est excessivement exigeant. Il faut imaginer que moi, quand je prends la parole sur Twitch, j'ai dans mon chat 6 000 à 10 000 personnes qui sont là. Ça veut dire 6 000 à 10 000 cerveaux qui ne manquent pas de me faire remarquer quand je dis quelque chose qui est faux, qui est contestable, qui est erroné. Et les gens, en fait, ils sont tout de suite là. Et en fait, Twitch est incroyablement punitif quand on dit une bêtise ou quand on dit quelque chose de polémique ou de contestable. Le chat nous le fait immédiatement remarquer et c'est impossible de l'ignorer. C'est-à-dire qu'on voit le chat exploser tout d'un coup du coin de l'œil. Et en cela, moi, je trouve que c'est un format qui est très exigeant. Mais qui est très intéressant aussi. On est obligé d'être à l'écoute de ce que disent les gens, là où parfois, quand on est à la radio, on peut se permettre de parler dans le confort de son studio, et puis les gens s'exprimeront sur les réseaux sociaux, mais après coup. Est-ce que, justement, il y a une présidentielle qui va arriver en France, est-ce que tu as l'idée de faire venir des politiques sur ta chaîne ? Non. Je suis à peu près sûr et certain que je ne le ferai pas et que je ne le ferai jamais. J'ai des confrères et consoeurs qui font ça très bien. Qui se sont fait un métier d'interviewer les politiques. Justement, c'est un métier. Moi, je suis davantage intéressé par le fait justement de les analyser, de les décrypter à froid. Je l'ai fait un petit peu cet exercice de l'interview. La réalité, c'est que c'est très difficile. C'est très difficile de réussir à, y compris quand on voit, c'est très difficile de réussir à contrer un homme politique, y compris quand on le voit être en train de nous balader, quand on voit la langue de bois, quand on voit les sophismes, quand on voit la déloyauté. Mais c'est très très dur, dans le moment, de trouver la bonne phrase, la bonne question, la bonne incise qui va mettre l'autre face à ses contradictions. Parfois, on y arrive. Mais pour une fois on y arrive, combien on est impuissant face à de la déloyauté que l'on constate et que l'on voit se déployer sous nos yeux. Et donc moi, je pense que je suis plus efficace pour analyser les réponses a posteriori que pour poser les questions. Tu dis que dans ton chat, quand tu dis une bêtise, il y a plein de messages qui arrivent parce que tu as plein de gens qui te regardent justement. Est-ce qu'il y a un moment sur Twitch où tu t'es dit « Ah, j'ai peut-être fait une erreur » ? Bien sûr, mais c'est pas est-ce qu'il y a un moment. Il n'y a pas un stream, il n'y a pas une émission sans que je dise une chose. Ah oui, carrément. Mais bien sûr, mais c'est normal. Mais c'est normal, c'est parce que... Des fois tu as fait le tour. Des fois, alors j'avoue, je ne regarde pas tous tes live Twitch, hein, je vais être honnête avec toi, mais parfois je te vois quand même dans mon fil et même sur X, il y a des passages de toi parfois qui ont circulé, en bien ou en mal, mais il y a des passages de toi qui ont circulé. Et justement, je me suis dit, est-ce que dans ces moments-là, tu t'es dit, ah, peut-être j'ai fait une connerie là en direct, j'aurais pas dû. Non, il y a deux choses différentes. Il y a le moment où tu dis quelque chose, ton chat te fait une remarque et tu te dis, tiens, c'est eux qui ont raison. Et moi, j'essaye de m'imposer, je pense que toutes les personnes qui me suivent sur Twitch en sont témoins, j'essaye de m'imposer une hygiène intellectuelle qui n'est pas confortable, mais qui me semble nécessaire. C'est que quand je dis quelque chose et que je constate qu'effectivement, j'ai un peu exagéré, j'ai été un peu trop loin, ou alors j'ai donné une information qui n'est pas totalement exacte, ou alors il y a une objection à ce que je dis qui est assez forte et qui doit être soulignée, et qu'on me le fait remarquer sur le chat, j'essaye d'avoir cette honnêteté intellectuelle de dire « Ah, attendez, je reviens en arrière, j'ai dit ça, j'ai peut-être un peu exagéré. Peut-être que, oui, j'ai peut-être été un peu trop loin. Tiens, on me fait remarquer ça. » C'est vrai que c'est une bonne objection. Donc ça, j'essaie d'avoir cette honnêteté intellectuelle et ça arrive régulièrement et c'est normal. Et moi, justement, je fais partie de ceux qui essayent de lutter contre cette idée fausse qu'on pourrait être infaillible, qu'on pourrait avoir réponse à tout. Une émission Twitch, c'est très long. C'est parfois 5 heures, 6 heures. Sur 6 heures, c'est impossible de ne pas dire une bêtise. Par contre, ce qu'on peut faire quand on dit une bêtise, c'est dire « Ah, vous avez raison », avec humilité. Là-dessus, je me suis avancé sur un sujet que je maîtrisais peut-être pas assez. Vous me le faites remarquer, c'est vous qui avez raison. Il y a une autre chose qui se produit, et c'est ce à quoi tu fais référence, c'est que maintenant, depuis quelques mois, il y a une nouvelle mode, hélas, qui est tout à fait délétère, qui consiste à aller clipper, c'est-à-dire sortir de tout courts extraits de Twitch pour les mettre en circulation sur Twitter. Et alors là, on est face à ce qui souvent est de la pure déloyauté, c'est-à-dire soit des séquences qui n'étaient pas faites pour sortir de Twitch, parce qu'il y a une ambiance sur Twitch, c'est des streams très longs. Il y a une forme souvent d'ironie, de second degré, d'exagération qui peut être comprise sur le moment parce qu'il y a une ambiance, parce que tout le monde comprend que tu es en train d'incarner un personnage, que tu es en train de forcer le trait volontairement, que tu fais preuve d'un peu de mauvaise foi, mais que tout le monde comprend que c'est de la mauvaise foi. Sauf que ça, ce qui fonctionne sur Twitch et qui est compris comme tel par les spectatrices et les spectateurs, si tu le sors et que si tu en prends 5 minutes et que tu l'amènes sur Twitter, là tout d'un coup les gens disent mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est scandaleux de dire ça. Et effectivement, parce que
tu l'as dit, mais tu ne le pensais pas. C'était dans un moment d'exagération. Et puis parfois, c'est même pire que ça. Parfois, on va détourner complètement tes propos, on va sortir une phrase et lui faire dire exactement le contraire de ce que tu disais. Et moi, effectivement, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, c'est aller très loin. Hein. J'ai subi des vagues de menaces. Ah oui. Ah oui, absolument. Ces derniers temps, j'ai subi des vagues de menaces venues notamment de l'extrême droite parce qu'il y a une toute petite partie de mes propos qui a été décontextualisée, sortie de son contexte, à qui on a fait dire le contraire de ce que je disais pendant tout le stream. Et puis ça a tourné énormément sur Twitter, ça s'est excité dans les sphères de l'extrême droite, et ça a été repris à la télévision à 3 reprises par Pascal Praud dans son émission sur CNews, et ça a généré une vague de plus que de cyberharcèlement, une vague de menaces de mort et de menaces très sérieuses. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais pas seulement à moi. Ma consoeur Ultia, ça lui est arrivé aussi à plusieurs reprises aussi. Ma consoeur Ava également. On est un certain nombre sur Twitch aujourd'hui à faire les frais de cette nouvelle pratique qui est parfaitement délétère, qui est d'une grande malhonnêteté, et qui, il ne faut pas se tromper, n'est rien d'autre que de l'intimidation. Hein. C'est vraiment fait pour te réduire au silence, pour que tu aies peur de t'exprimer, pour que dès lors que tu parles, tu te dises « aïe, aïe, aïe et si on sortait mes propos de mon contexte ?» Et ça, il ne faut pas donner de la force à ces contenus-là, il faut au contraire les dénoncer, parce que bien souvent, ce que vous voyez a été sorti de son contexte, a été renversé, le sens a été renversé, et en fait, sans même en avoir conscience, vous êtes manipulé par des personnes qui n'ont d'autre chose à l'esprit que de générer de la malveillance, voire de la menace. Et tu portes plainte quand c'est des menaces de mort que tu reçois, ou je sais pas, des intimidations, etc. En tout cas, on est un certain nombre, en effet, à soit avoir porté plainte, soit réfléchir à amener ces questions-là dans la justice. Allez, voici maintenant, il est l'heure du coup de pression. C'est parti. Aïe. Voici la question du coup de pression. Est-ce qu'on peut travailler pour Quotidien et pour CNews ? En même temps, non. Dans une même carrière, tu fais, j'imagine, référence à moi, le trajet que j'ai fait. La réponse de fait est oui, puisque je l'ai fait. Ouais. Il faut encore préciser quand même que moi, c'est vrai que j'ai travaillé pour CNews pendant 2 saisons. C'est les 2 premières saisons de CNews. Et en fait, CNews avant, les gens l'ont oublié aujourd'hui, mais c'était une chaîne d'information en continu qui s'appelait iTélé et qui était perçue dans le paysage médiatique français comme la chaîne d'information plutôt de gauche. En tout cas un peu plus de gauche que BFM et LCI. Et donc moi, quand j'ai commencé à bosser pour CNews s'appelait encore iTélé, et moi, je bossais pour la chaîne d'info qui était plutôt à gauche. D'ailleurs, à l'époque, la journaliste avec qui je travaillais surtout, c'était Audrey Poulevard, qui derrière a eu un engagement politique auprès d'Anne Hidalgo. L'ancienne maire de Paris. L'ancienne maire de Paris, donc plutôt à gauche aussi. Donc moi, en fait, c'est dans ce contexte-là que je suis arrivé chez CNews. Et puis, effectivement, j'ai vu iTélé être nommé CNews. J'ai commencé à travailler avec Pascal Praud. J'ai vu l'émission de Pascal Praud être de plus en plus clairement, explicitement d'extrême droite. J'ai démissionné. Quand j'ai vu cette... c'est toi qui as démissionné? Bien sûr, c'est moi qui ai démissionné, c'est eux qui m'ont rattrapé par le bras. Moi, je voulais quitter la chaîne, je leur ai dit, écoutez, je ne partage pas la ligne éditoriale, je m'en vais. Ils m'ont rattrapé en me disant, écoute Clément, va travailler avec Laurence Ferrari, tu verras, elle a une émission qui est beaucoup plus intello, beaucoup plus comme c'est dans l'air, tu pourras y prendre ton rôle de chercheur, tu y seras à ta place. Et puis, donc j'ai accepté de faire une 2e saison. Et puis au bout de 3 mois, j'ai compris que la ligne éditoriale de Pascal Praud, c'était en réalité la ligne éditoriale de CNews. L'émission de Laurence Ferrari est devenue une émission avec des plateaux constitués principalement de personnes qui venaient de l'extrême droite. Et donc là aussi, au bout de quelques mois, j'ai donné ma démission. Et j'ai été au bout de mon contrat, parce que moi, j'honore mes contrats. Donc j'ai fini la saison, mais au bout de quelques mois, tout le monde savait pertinemment que je ne resterais pas plus d'1 an et que j'étais en désaccord avec la ligne éditoriale de la chaîne. Donc oui, j'ai essayé d'être fidèle à moi-même, et quand je suis en désaccord avec la manière dont les choses sont gérées ou la ligne éditoriale d'un média dans lequel j'interviens, eh bien je démissionne sans me poser la question de mon avenir. Et l'expérience Quotidien ? L'expérience Quotidien, ça a été une très belle expérience, très formatrice. Quotidien, c'est la première émission de talk-show en France. C'est une vraie machine de guerre. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler dans cette équipe parce que c'est une machine bien huilée, c'est des rouages que rien ne vient gripper. Et c'est très formateur, c'est très impressionnant aussi de travailler dans un tel paquebot. Là aussi, j'ai beaucoup appris et vraiment, je suis heureux d'avoir vécu ces années. J'étais heureux aussi de quitter l'émission. Pour le coup, pas pour des raisons de désaccord, mais simplement parce que ça faisait 5 ans que moi je faisais des chroniques. Et au bout de 5 ans à écrire des chroniques, à vivre aussi le stress de se lever le matin en sachant que le soir on est à l'antenne devant plusieurs millions de personnes et qu'on ne sait pas encore de quoi on va parler. Au bout de 5 ans, voilà, j'étais arrivé au bout de cette expérience, j'avais besoin de me renouveler. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai été sur Twitch et au théâtre.
Ok, et donc ça veut dire que là, dans les projets des médias, c'est Twitch, le théâtre, il n'y a pas de projet de télévision, de retour, on va dire, régulier, comme ça, avec des chroniques? Non, des chroniques, a priori non. Ok, A priori non, parce que la réalité, c'est qu'en fait, mes chroniques, je les fais moi-même maintenant sur Twitch, en étant totalement indépendant. Maintenant, j'ai mes salariés qui travaillent avec moi. Donc, ok. j'ai un monteur qui monte mes vidéos, qui m'aide aussi à préparer. Mais la télé, c'est un autre public aussi, que celui-là que tu peux attirer peut-être sur Twitch. En fait, oui, sans doute. Oui, sans doute, mais je ne suis pas sûr d'avoir moins d'impact sur Twitch. Tu sais, Ah non, je dis pas ça, hein. c'est vrai qu'on regarde les chiffres et on a tendance à se dire, bon, quotidien, 2 millions de personnes, Oui. Twitch, tu parles devant, mes streams, je parle entre 6 000 et 10 000 personnes. Ce qui est déjà énorme sur Twitch, hein. C'est énorme, Ouais, c'est ouais. une des premières chaînes Twitch françaises, ma chaîne Twitch. Mais c'est vrai que quand tu compares les deux, ça a l'air d'être très disproportionné. Mais ce qu'il faut voir, c'est que moi, quand je parle sur Twitch, derrière, mes replays, ils vont sur YouTube, où ils sont vus en moyenne par 70 000, 90 000, 100 000 personnes parfois. Ils vont sur les applications de podcast, où ils sont très podcastés. C'est un des podcasts les plus écoutés en France aussi, mes streams. Et donc, au final, en fait, quand je fais un stream, il y a entre 200 et 300 000 personnes qui sont exposées à ce que je dis. Et là, pour le coup, on ne parle pas de parler 3 minutes pendant le dîner où les gens t'écoutent d'une oreille. Non, là, on parle de gens qui m'écoutent dans leurs écouteurs pendant des heures entières. Et donc, et derrière, il y a les capsules réseaux sociaux qui, là, Ouais. peuvent se relayer plusieurs millions de fois, notamment sur Instagram. Et donc, au total, je pense avoir en fait un impact sur le débat public c'est paradoxal, mais qui est plus large aujourd'hui en parlant sur Twitch devant 10 000 personnes que ça l'était à l'époque sur Quotidien. Donc, Ouais, mais je me dis que sur France Télévisions, je sais que voilà, tu vois, comme j'ai dit, il y a la présidentielle qui va arriver. Je sais pas si France Télévisions ou TF1 d'ailleurs se dit peut-être que quand on va faire des débats, quelqu'un qui analyse justement ce qui vient d'être dit, qui nous fait un résumé à la fin, ça pourrait être intéressant. écoute, je te fais une confidence. Dis-moi. Allez, c'est une exclue. Je te fais une exclue. Moi, aujourd'hui sur Twitch, je suis capable de produire tous les contenus que je veux faire. D'ailleurs, j'ai une émission d'interview longue qui va sortir, qui s'appelle Figure. On a réalisé le premier épisode déjà. Et donc, ça, c'est quelque chose que je suis en situation de faire moi-même maintenant. Il y a un type de contenu que je ne suis pas en situation de faire moi-même parce que ça demande énormément de ressources. C'est un talk show. Ouais. Moi, j'ai un peu un rêve qui est celui d'animer un talk show culturel, pour le coup. Parce que la politique, je la traite déjà, mais je suis aussi passionné de culture, de pop culture, mais pas seulement, de jazz, d'opéra, mais aussi de manga, d'animé, de jeux vidéo. Et je rêve d'animer une émission culturelle qui brasserait tout cela, où se rencontreraient des rappeurs et des jazzman, des youtubeurs et des metteurs en scène du théâtre public. Voilà, ça c'est mon rêve, d'animer une telle émission culturelle qui ferait les passerelles entre toutes les cultures. Si une chaîne de télévision veut me la proposer, n'hésitez pas. Ça pour le coup. On te l'a pas encore proposé? Non, on ne me l'a pas encore proposé. Peut-être que ça viendra. Pour un contenu comme celui-là, Là, tu peux retourner à la télé. peut-être que je peux retourner à la télé. Ok. Pour conclure notre interview, je te propose une feuille blanche. Un stylo. Ok. Tu peux indiquer absolument ce que tu veux sur cette feuille blanche. Ça peut être un dessin, une phrase, un mot, absolument ce que tu veux. C'est la feuille blanche de l'invité. En attendant que tu remplisses ta feuille blanche, je rappelle qu'on va te retrouver donc avec l'art de ne pas dire. C'est sur scène. C'est le 2 octobre au Cirque Royal à Bruxelles, le 18 novembre au Forum de Liège, le 19 novembre au Théâtre Royal de Mons. Je vois que là, le cerveau est en train de réfléchir à ce que tu vas pouvoir nous faire sur cette feuille blanche, Clément. Ça va donc partir sur une phrase plutôt que sur un dessin. Si ça part sur un dessin, c'est une catastrophe. Ça, on est d'accord. Surtout que là, tu vas pouvoir nous expliquer après ce que tu indiques. N'hésite pas également à signer une fois que tu as terminé cette feuille blanche. Et on va pouvoir le montrer à la caméra, ce que tu as écrit. Je crois que c'est la phrase la plus longue qu'on m'ait faite sur la feuille blanche. N'hésite pas à le montrer, on va le montrer. Hop, voilà, et tu peux nous expliquer. J'ai écrit une phrase issue de notre spectacle coécrit avec Ferdinand Barbet, L'art de ne pas dire. Et c'est une des phrases dont je suis le plus heureux au sein de ce spectacle. La politique est devenue non plus un dialogue de sourds, mais un débat de muets. Et malheureusement, je trouve que c'est en partie ce qui résume la communication politique actuelle, qui est devenue l'art de ne pas dire, l'art de ne pas assumer, l'art de ne pas expliquer ce que l'on fait, l'art même de ne pas présenter clairement les décisions que l'on a prises.
Et on a essayé, et peut-être a-t-on réussi, je ne sais pas, à synthétiser tout cela, notamment dans cette phrase. Non plus un dialogue de sourds, mais un débat de muets. C'est une phrase que j'ai prononcée 270 fois, puisqu'on a fait plus de 270 représentations du spectacle. Et encore aujourd'hui, chaque soir, quand je prononce cette phrase, je suis très heureux d'avoir ce privilège de dire sur scène devant des centaines, des milliers parfois de personnes, ce qui me tient vraiment à cœur. Et on va l'entendre en Belgique dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup.